C'était le week-end, bienvenue à cette édition rétrospective et merci de votre attention renouvelée à la rédaction de BSC TV. À la une de l'actualité de cette semaine, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu le jeudi 13 juillet dernier au Palais de la Nation les 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. Il s'agit de Pereira Antonio Gaspar Inocencio du Portugal, de Paul Ignace Mela de la Tanzanie, de Frida Nyambe Musialike de la Zambie et de Jean-Baptiste Bierendengue du Burundi qui ont été délégués par leurs pays respectifs pour le représenter en République démocratique du Congo. Et puis, 10 nouvelles fosses communes ont été identifiées dans les provinces de Kasaï et Kasaï central et non 38 comme l'ont publié certains médias. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, le jeudi 13 juillet dernier, lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, se partant du rapport de la mission conjointe de justice militaire expert onusienne qui séjourne actuellement à Kananga. Et enfin, de nouvelles nominations au sein de 10 entreprises publiques sur ordonnance présidentielle signée jeudi 13 juillet dernier par le président de la République Joseph Kabila Kabange, ce dans le but de rajeunir la fonction publique et d'assainir les entreprises du portefeuille congolais. Les détails dans cette édition rétrospective. Matinée diplomatique ce jeudi 13 juillet 2017 au Palais de la Nation. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo ont défilé auprès du président de la République Joseph Kabila Kabange, à qui ils ont présenté leur lettre de créance. Premier d'entre eux, Pereira Antonio Gaspar Inocencio, 62 ans, nouvel ambassadeur du Portugal en RDC. Diplômé en gestion et en relations internationales et détenteur d'un D en sciences politiques de l'Université de Paris 1, Pereira a débuté sa carrière diplomatique en 1983. Il a été en poste notamment à la mission permanente de son pays à l'ONU, au Canada et en Inde. Paul Ignace Mela, c'est le nom du nouvel ambassadeur de Tanzanie en RDC. Également âgé de 62 ans, cet ancien officier de l'armée tanzanienne, dont il a pris congé en 2016, est à son premier poste comme ambassadeur à Kinshasa, où il a été désigné depuis février 2017. La Zambie, quant à elle, sera désormais représentée à Kinshasa par Frida Musialike Nyambe, 46 ans. Philosophe de formation, Frida Nyambe a longtemps travaillé à la présidence de la République tanzanienne. Il a de temps en temps été en poste diplomatique, notamment en Angola et à Londres, avant d'être affecté à Kinshasa. Le dernier hôte du président Kabila ce jeudi a été le nouvel ambassadeur du Burundi en RDC, Jean-Baptiste Bierendengue, 50 ans et médecin de formation. Pendant 7 ans, il a été officier chargé des opérations de maintien de la paix à la force de défense nationale armée burundaise, avant d'être désigné comme ambassadeur à Kinshasa. Nomination de nouveaux membres du comité d'administration et de gestion de 10 entreprises publiques par ordonnance présidentielle signée jeudi 13 juillet par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Sont nommés pour la SCPT ex-ONATRA, Vicky Katoumoua au rang de la présidente du conseil d'administration et Daniel Mkoko Samba, directeur général. Du côté de la régie des eaux, Yoko Yakombe est quant à lui nouveau président du conseil d'administration et Clément Moubiaïnka Chama, directeur général. À la SNEL par contre, André Alain Atundu fait son entrée comme président du conseil d'administration et Jean Bosco Kagombo, directeur général. L'OGFREM n'a pas échappé au changement. Patient Saïban Tamboué est le nouveau directeur général. À la société minière de Kilomoto, Annie Kitima est la présidente du conseil d'administration et Opio Kapora, le directeur général. Du côté de l'ANAPI, Hugues Ntoto est le président du conseil d'administration et Anthony Kinzo Kamole, directeur général. À la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Alexandre Loubantambo est le président du conseil d'administration, Hubert Miemi, directeur général. À la Congolaise de Voirie, Marie-Madeleine Mienze est la présidente du conseil d'administration, Toussé Daombo Christine est la directrice générale. Du côté de la minière de Bakwanga, Dieudonné Mbaya Tchakani est le président du conseil d'administration et Albert Mukinakanda est le directeur général. Et au conseil supérieur du portefeuille, Maurice Mbayo Moudia est le nouveau président, suivi de Norbert Nkoubou Eluna comme vice-président. Il s'y est de rappeler que cette série d'ordonnances présidentielles vise à envoyer en retraite les fonctionnaires et les mandataires de l'État afin de rajeunir la fonction publique et aussi d'assainir les entreprises du portefeuille de l'État congolais. C'est depuis le mercredi 12 juillet que les ordonnances renvoyant les cadres et les chefs de bureau de la fonction publique en retraite ont été signées et publiées au journal officiel.
fosses communes ont été identifiées dans les provinces de Kasaï et Kasaï central, selon le rapport en cours de la mission conjointe justice militaire, expert onusien, qui se trouve actuellement à Kananga. C'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication des médias, Lambert Mende Omalanga, ce jeudi 13 juillet lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Ce, en réaction à la publication de certains médias qui ont fait état de la découverte des 33 nouvelles fosses communes dans les Kasaï. Lambert Mende a expliqué qu'en dehors de ces 10 fosses communes identifiées par la mission conjointe, il y a d'autres sites qui ont été visités par l'équipe qui n'attendent que la police scientifique pour certifier qu'il s'agit des fosses communes ou des enterrements effectués par la Croix-Rouge locale. Ce n'est qu'à l'issue de ce processus que la justice pourra communiquer s'il s'agit des fosses communes et donner leur nombre pour débuter les procès des incriminés. Toutefois, le ministre a appelé ceux qui possèdent les informations sur les préalables des fosses communes de collaborer avec la justice militaire des garnisons de Kananga avant d'appeler tous les Congolais à faire attention aux comptabilités macabres des ennemis de la nation. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs réagi à la dernière sortie médiatique du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui s'était exprimé sur l'impossibilité d'organiser les élections en décembre 2017. Lambert Mende a laissé entendre que la CENI est indépendante dans ses prises de décision, conformément à la Constitution de 2006 révisée en 2011 et à l'accord du 31 décembre. Il a aussi indiqué que les élections à venir doivent servir pour la paix et le développement dans le pays et non au chaos dans le pays. Le ministre a enfin salué la bravoure des FARDC qui font face aux miliciens à l'est du pays avant d'appeler toute la population à la résistance et à la confiance aux institutions de la République. Le tribunal militaire des garnisons de Kananga a suspendu pour 10 jours les audiences afin de permettre aux greffiers de notifier et d'atteindre toutes les personnes citées comme témoins. Ce procès oppose les ministères publics et les miliciens Kamina Sampou, présumés assassins de Michael Sharp et Maria Zaïda Catalan, tous deux experts onusiens tués en mars dernier. Selon le maître Vincent Kayembe, l'un des avocats de la défense, le tribunal a reporté ces audiences pour permettre à tous ceux qui sont concernés d'avoir le temps matériel pour rejoindre le lieu où siège le tribunal, comme l'exige la loi. Il est vrai que le ministère public a déposé sa liste. Nous aussi, nous avons déposé la nôtre. Il est aussi vrai qu'au regard de la loi, il était alors indiqué qu'au moment de la transmission du dossier devant le tribunal compétent pour sa fixation, que le ministère public daigne aussi déposer la liste de tous les renseignants. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Le tribunal a jugé utile, dans son pouvoir discrétionnaire qui ne viole en aucune fois la légalité, le principe sacro-saint du droit administratif, que tous ceux qui sont cités par nous et même par le ministère public qui est partie poursuivante et même partie principale au procès, que tout cela soit considéré comme des renseignants. Raison pour laquelle le tribunal a reporté l'audience, je crois, à 10 jours, juste pour permettre au greffier qui doit notifier à tous ceux qui sont concernés la date d'audience, qu'il s'apprête, que le greffier ait le temps matériel de se déployer sur terrain et que ceux qui sont visés par ces actes de procédure aient le temps matériel de se préparer en connaissance des causes et rejoindre le lieu où siège le tribunal dans de bonnes conditions. Rappelons que ce procès a été ouvert depuis le début du mois de juin dernier dans le but d'éclaircir l'opinion sur le meurtre de 2 experts onusiens et de leurs accompagnateurs congolais. Reprise à la normale de la vie au Kasaï central après les multiples violences qui ont secoué la province. Les activités tant scolaires que commerciales reprennent normalement. C'est le cas d'une école de Kananga qui vient de clôturer l'année scolaire suivant le calendrier spécial aménagé par l'autorité de tutelle. C'est ce qu'a affirmé un élève rencontré par nos envoyés spéciaux. Du côté commercial, le constat est le même. Dans le petit marché du quartier Kélé, les usagers saluent le retour de la paix qui leur permet de vaguer librement à leurs occupations. C'est un souhait qui s'est concrétisé, estime une femme kassaïenne qui pense déjà à la pérennisation de cette paix chèrement acquise. Quand il y avait eu la guerre, il n'y avait pas même moyen de sortir. On avait bloqué même les études, on n'étudie même pas. Les gens étaient dans la maison, enfermés dans la maison. Quand la guerre a pris fin, il y a eu maintenant du calme. Les gens se baladent comme auparavant, les gens marchent comme il faut. Les élèves étudient. Même le ministre nous avait donné un mois d'études pour étudier.
C'est pourquoi nous remercions le président de la République, parce que c'est lui qui nous a donné de l'appui. Ici de rappeler que les activités dans cette partie du pays étaient paralysées suite aux exactions des miliciens Kamouina Nsapou qui ont endeuillé plusieurs foyers de cette partie du territoire national congolais. La Commission électorale nationale indépendante a exclu la possibilité d'organiser les élections avant la fin de l'année 2017. C'est ce qu'a fait savoir le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, lors d'un point de presse tenu le week-end dernier à Paris, à l'issue d'une réunion sur le processus électoral en RDC organisée par l'OIF. Cette impossibilité, selon Corneille Nangaa, est due à l'insécurité qui sévit les provinces du Kasaï et Kasaï central, où jusqu'à présent la CENU n'a pas encore enrôlé. Nous avons présenté des hypothèses et nous avons indiqué plus ou moins que les paramètres à notre présence nous donnent plus ou moins les raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date, d'autant que nous sommes en train de constituer les listes électorales et nous avons atteint 33 millions d'électeurs inscrits, mais il nous reste encore 2 provinces où on n'a pas encore commencé l'opération. Les 2 provinces de Kasaï et Kasaï central, ainsi que certains territoires, le territoire de Kamiji et de Luilu à Lomami. Il est d'abord un principe que nous n'irons pas aux élections en laissant de côté toute une province, toute une partie du territoire qui est le Kasaï. Et cette partie du territoire regorge plus ou moins de 10% de l'électorat. Nous devons enrôler, disons plus ou moins inscrire les électeurs dans cette partie du territoire en ayant à l'esprit la même équité qu'on l'a fait dans d'autres provinces. Il y a des bonnes nouvelles là-dessus, c'est que nous avons déjà commencé les préparatifs de lancement de l'opération dans cette zone et dans les jours qui viennent, nous allons commencer l'enrôlement. Du côté de l'opposition, le voix s'élève. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, El Limité, a déclaré sur son tweet que le président de la centrale électorale a, par ses propos, déclaré la guerre au peuple congolais en prouvant son appartenance à la Kabylie. Martin Fayulu a quant à lui appelé Corneille Nangaa à démissionner, alors que du côté de la majorité présidentielle, on appelle les différentes classes politiques à venir avec les différentes propositions dans le cadre d'une concertation avec la CENU, pour faire avancer le processus électoral. Réajustement des salaires des professeurs d'université. Steve Mbikai promet des réponses idoines à la demande de ces derniers. Il a fait savoir cette promesse jeudi 13 juillet à Kinshasa au cours d'un échange avec les délégués syndicaux des comités académiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a souhaité que ce problème de paie soit résolu dans la paix et dans l'entente mutuelle. Steve Mbikai a promis de discuter de ces problèmes avec le Premier ministre Bruno Tshibala, mais aussi avec le ministre du Budget pour qu'une solution soit trouvée dans un bref délai. De leur côté, les délégués syndicaux des comités académiques ont réitéré leur souhait de voir les salaires des professeurs d'université se conformer au taux d'échange actualisé lors de la paie du mois de juillet. Cette revendication des professeurs porte sur la promesse du gouvernement faite devant l'Assemblée nationale consistant à réajuster les salaires de ces derniers au taux de 1425 francs congolais, a précisé le professeur Antoine Kitombole, porte-parole des comités académiques. Ici de signaler que mercredi dernier, les conseils des professeurs d'université avaient menacé d'entreprendre des mouvements de protestation pour revendiquer leurs droits. Il faut rappeler aussi que les procès sont payés au taux de 930 francs congolais, alors que le dollar américain s'échange actuellement à 1630 francs congolais à Kinshasa. Le syndicat national des médecins du Congo, SINAMED, interpelle le gouvernement au sujet de l'application du taux d'échange actualisé lors de la paie des fonctionnaires du mois de juillet. Ici de signaler qu'un dollar américain s'échange déjà à plus de 1500 francs congolais, pendant que les fonctionnaires sont payés à l'ancien taux de 950 francs congolais. Cette inadéquation ne favorise guère les fonctionnaires dans la mesure où leur pouvoir d'achat s'effrite, leur donnant du fil à retordre face au coût de la vie. Ce constat n'a pas laissé indifférent le docteur Manko Ibadjoki, secrétaire général du SINAMED, qui a révélé lundi dernier que les listings de paie du mois de juillet sont superposables à ceux du mois de juin. Selon lui, le gouvernement n'a pas respecté sa promesse de payer les fonctionnaires conformément à la fluctuation des taux d'échange. D'où son appel aux médecins de rester calmes et d'organiser les assemblées générales dans les 48 heures afin de déterminer les actions à mener les jours à venir. Cette situation touche aussi la paie des autres fonctionnaires de l'État,
qui s'effectue autour de 9500 francs congolais. Cette situation risque de plonger le pays dans les grèves à répétition si le gouvernement n'en tient pas compte. Le prix du passeport congolais a haussé de $10 américains, ce qui passe de $185 à $195 à payer pour obtenir un passeport congolais. Selon l'arrêté du ministre des Affaires étrangères Léonard Séoki Tundu, signé depuis le mois de juin dernier et rendu public le lundi 10 juillet, ce $10 supplémentaire au prix habituel du passeport permettront de revoir à la hausse les salaires des agents de ces ministères. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a annoncé en juin dernier la fin d'une grève de plus de 8 mois au sein de son ministère, laquelle avait touché les services de délivrance de passeports. Le fonctionnaire de cette institution réclamait alors une redistribution équitable de recettes de la vente de passeports. Comme solution, Séoki Tundu a donc signé un arrêté ajoutant un bonus de $10 au prix initial du passeport par individu qui, jusque-là, était fixé à $185 américains. Si cet arrêté est une solution directe aux revendications des agents et cadres de l'administration des affaires étrangères, il vient pourtant faire grimper encore une fois les prix du passeport congolais qui est considéré comme le plus cher au monde. La société de transport au Congo, Transco, compte revoir le prix des transports urbains à 1500 francs congolais. C'est ce qu'a annoncé son directeur général, Michel Kirumba Kimura, dans une interview accordée à Actualité.cd le lundi du juillet 2017 à Kinshasa. L'objectif de cette hausse, selon Michel Kirumba, vise non seulement à mieux répondre aux attentes des travailleurs, mais aussi à faciliter le bon fonctionnement de la société Transco. D'après le directeur général de Transco, son entreprise a réalisé un résultat négatif l'année passée avec le prix de 500 francs congolais la course, alors que ce prix fixé par le gouvernement congolais ne couvre pas actuellement la totalité des charges de l'entreprise. Quant à la population qui utilise ces bus, elle en appelle au dialogue franc entre le gouvernement et les responsables des Transco. Certains proposent même le prix de 750 francs congolais pour pallier aux difficultés salariales des agents et d'autres encore voient avec cette augmentation le retour des minibus appelés communément esprit des morts. C'est vraiment un chaos. Si le gouvernement peut avoir pitié de cette population, c'est de garder ce prix de 500. Si au besoin ils peuvent remonter jusqu'à 750 afin de pouvoir pallier aussi à leurs difficultés, c'est-à-dire pièces de rechange, carburant. Mais aller directement à 1500, ça c'est contribuer à enfoncer encore cette population maîtrise davantage dans la fosse. Et même montre l'exemple. Maintenant, les taximens et les DC7, même jusqu'à 2000, les gens qui restent à Kinkol là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? En tout cas, il faut que le gouvernement voie comment est-ce qu'il peut équilibrer par rapport à la hausse des dollars. Ce qui transforme dans 1500, et c'est un 1500. Dans le système de DC7, mais DC7, on a la vie même biso. Bande de Québec, si les biso pour la DC7. Mais ils ont mal monté, pour placer un mécano pour raisonner non que batala non bateau va simbi magamboteli ya nini ya transport. Signalons que le week-end dernier, les agents de Transco avaient fustigé la décision de leur comité de direction qui consistait à maintenir le taux de 975 francs congolais pour l'équivalent $1 à la prochaine paye. Une décision jugée irréaliste selon eux, étant donné que le taux de change est à plus de 1500 francs congolais pour $1 actuellement. Pour les DG, il faut au moins 40% des recettes additionnelles à la prochaine paye des agents. Au cas contraire, les agents seront payés au taux de 975 francs congolais les dollars et plusieurs bus pourraient rester immobiles sans réparation. Des violents affrontements opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux miliciens Maïmaï du groupe du chef Charles Kakoulé à Ishasha, près de la frontière ougandaise. C'est aux environs de 4 heures que les militaires ont été surpris par l'attaque des miliciens Maïmaï avant de faire un repli stratégique pour revenir en force. Selon le major Guillaume Njike Kaiko, porte-parole des opérations Sokola 2, les miliciens du chef Charles Kakoulé ont attaqué en premier après avoir été repoussés par les FARDC.
et d'ajouter que l'attaque a été destinée à détourner l'attention des militaires après les pertes subies par les rebelles dans le parc Virunga. Les FARDC ont chassé les Maïmaï tout au long du parc Virunga, l'endroit où les groupes armés se ravitaillaient en pratiquant des activités interdites par la loi. Pour eux, ces activités leur permettaient d'avoir beaucoup plus de moyens, raison pour laquelle les miliciens ont voulu détourner l'attention des FARDC pour continuer leurs activités après. Les combats entre les deux camps se sont poursuivis jusqu'à la matinée de mardi 11 juillet et l'état-major du secteur opérationnel Sokola 2 a dépêché un renfort militaire sur place. Les habitants de Ichacha ont quitté la localité pour trouver un refuge loin de la zone de combat. Le monde entier célèbre ce mardi 11 juillet 2017 la journée mondiale de la population instaurée en 1989 par les conseils d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement. Ce dans le but d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance des questions de population, notamment leur relation avec l'environnement et le développement. Ainsi, pour renforcer la sensibilité de tous sur les questions liées à la vie des populations, le thème retenu cette année est la planification familiale, donner aux populations la capacité d'agir et de contribuer au développement des pays. Cependant, la population congolaise n'a pas hésité d'argumenter, selon elle, dans le but d'apporter sa contribution dans le processus de développement des pays. Elle estime que les parents responsables doivent s'abstenir d'avoir beaucoup d'enfants vu la conjoncture du pays. Il faut que vous, les jeunes gens, s'abstenissez un peu. S'abstenissez un peu, avoir un peu une réflexion sur le mode de vie actuel pour mieux se familiariser, pour ne plus avoir beaucoup d'enfants. Mboka na biso ekomi lelo pasi. Tango akala biso ba mama tokoko bota bana ata 10, ata 7, ata combien po mboka ezalaki pete. Oko sala bongo pe olandisi bana na yo moni bana bazokende liboso, bazotanga, bazosala makambo bana bazokende. Me tango ya lelo eza lisusu malamu te. Lelo soko boti bana misatu mitano moye lisusu eza te mboka na biso ekomi mabe kolia pasi koteka pasi makambo nyonso kovanda na bandako pasi yango il fallait to diminuer na kobota. Il s'y est noté qu'environ 225 millions de femmes qui souhaitaient éviter ou retarder une nouvelle grossesse n'en ont pas la possibilité car elles n'ont pas accès aux informations et aux services nécessaires ou ne sont pas carrément soutenues par leurs partenaires ou leur communauté. Par ailleurs, cette journée mondiale de la population de cette année 2017 coïncide avec le sommet de Londres sur la planification familiale qui a pour objectif de permettre à 120 millions de femmes et de filles d'utiliser la contraception d'ici 2020 comme moyen de planification familiale. Poursuite de réhabilitation de la voirie de la ville de Kisangani et ses environs par l'Office des routes. C'est le cas du pont Maïko sur l'As Kisangani-Ubundu qui conduit jusqu'à Bukavu. Selon le ministre des Infrastructures Thomas Louaka, ces ponts détériorés qui rendent difficile le trafic sur cette route doivent être réhabilités, ce pour 2 semaines avant la reprise du trafic. À la question de savoir d'où viennent les financements de ces travaux, Thomas Louaka a fait savoir que l'argent vient du Trésor public congolais et du Fonds d'entretien routier Foner.
La réhabilitation des voiries urbaines et des provinces fait partie du programme de la révolution de la modernité du président de la République, Joseph Kabila, ce dans son volet de réunir toute la République par voie routière. Donald Trump Jr. a décidé de publier mardi 11 juillet dernier sur son compte Twitter les courriers concernant son rendez-vous avec une avocate russe, montrant qu'un intermédiaire lui avait proposé l'aide pendant la campagne électorale de son père Donald Trump. Cette affaire fait monter la tension au Congrès américain alors que plusieurs enquêtes lancées pour relever les liens de la campagne de Trump avec la Moscou sont en cours. Le magazine américain New York Times, qui a pris l'initiative de dévoiler en premier le rendez-vous de Donald Jr. avec une avocate russe, était cependant sur le point de prouver le sérieux de cette enquête en publiant les emails incriminant les proches du président. Donald Trump Jr. a pris les devants en rendant public une série de messages très instructifs pour les enquêteurs de New York Times. Dans les emails diffusés par Donald Jr., il admet avoir accepté l'aide de Moscou pour nuire à Hillary Clinton. Pour la première fois, depuis le début de cette enquête sur la Russie, la Maison-Blanche semble prise au dépourvu et la contre-attaque tarde, vu que les républicains semblent pétrifiés. Les démocrates, par contre, passent à l'offensive. C'est le cas du sénateur Tim Kaine de Virginie, qui a déclaré que cette affaire de coalition est en train de devenir une enquête sur une potentielle trahison. Par ailleurs, Donald Trump salue la transparence dont fait preuve son fils aîné. Donald Jr. affirme à son tour n'avoir pas parlé à son père de sa rencontre avec l'avocate russe. Il a ensuite résolu de s'adjoindre les conseils d'un cabinet d'avocats qui va devoir l'aider à expliquer au Congrès comment il a pu accepter l'aide de la Russie lors de la dernière campagne électorale sans se mettre en contravention avec la loi. Un journaliste de la RTNC a été tué mercredi 12 juillet 2017 vers 4 h du matin dans la province de l'Ituri au nord-est de la République démocratique du Congo. Le vice-gouverneur de l'Ituri, Pacifique Keita, a déclaré à l'agence France-Presse AFP que l'illustre disparu a été tué par une personne non identifiée qu'il avait assommé avec un objet contendant ayant causé sa mort dans sa résidence. Pour sa part, Serge Karaba, président provincial de l'UNPC Ituri, a fait savoir que leur confrère Dino de Banga Karaba de la RTNC fut présentateur des informations en français à la radio publique à Bunia depuis plus de 20 ans. Cependant, pour exiger toute la lumière sur ce meurtre, Serge Karaba a décrété immédiatement des journées sans radio et sans journaux de mercredi à jeudi 13 juillet 2017. La mort inopinée du journaliste Banga Karaba a attristé tous les habitants de la ville de Bunia, vu que ce dernier était réputé pour son sens élevé de la mesure et de l'équilibre dans sa profession. La police et tous les services concernés sont mobilisés pour retrouver les tueurs et connaître les raisons qui l'ont poussé à commettre ce meurtre. Entre-temps, les rumeurs circulent dans la ville que c'est suite au malentendu qui oppose l'ethnie Ema et l'Hindou que le journaliste a été tué. Le vice-gouverneur de l'Ituri, Pacifique Keita, a déclaré qu'il est prématuré de lier ce meurtre au conflit Ema-Lindou, vu qu'il faut attendre les résultats de l'enquête en cours. Par ailleurs, les membres de la société civile et les délégations des journalistes de Bunia sont descendus dans les artères de la ville pour revendiquer les meurtres à répétition de leurs confrères journalistes. Mesdames, Messieurs, les titres qui ont marqué l'actualité de cette semaine. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu le jeudi 13 juillet dernier au Palais de la Nation les 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. Il s'agit de Pereira Antonio Gaspar Inocencio du Portugal, de Paul Ignace Mela de la Tanzanie, de Frida Nyambe Moussiali qui est de la Zambie et de Jean-Baptiste Birendengue du Burundi qui ont été délégués par leurs pays respectifs pour le représenter en République démocratique du Congo. Et puis, 10 nouvelles fausses communes ont été identifiées dans les provinces de Kasaï et Kasaï central et non 38 comme l'ont publié certains médias. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, le jeudi 13 juillet dernier lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, ce partant du rapport de la mission conjointe justice militaire expert onusienne qui séjourne actuellement à Kananga. Et enfin, de nouvelles nominations au sein de 10 entreprises publiques sur ordonnance présidentielle signée jeudi 13 juillet dernier par le président de la République Joseph Kabila Kabange, ce dans le but de rajeunir la fonction publique et d'assainir les entreprises du portefeuille congolais. Cette édition rétrospective est terminée. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulan